La dernière coupe de cheveux d'un coiffeur se termine dans le silence et le sang. Bienvenue sur Mystère de minuit. Je suis votre hôte, Gustave. Cette histoire est aussi la vôtre. Laissez-moi un commentaire pour me dire d'où vous regardez. C'est grâce à vos messages que ces mystères prennent vie. Commençons. La fête annuelle dans les jardins de St. Mildred a toujours été le genre d'événement qui faisait ressembler le village de Chipping Morley à une carte postale. Il y avait des génoises en compétition, des napperons au crochet disposés pour l'admiration et la vente, du thé du presbytère servi avec des sourires sévères par la guilde des femmes et le gendarme local transpirant poliment en grand uniforme à côté de la tombola. La fête de cet été-là, organisée sur le terrain du presbytère de l'église, avait une chaleur accablante qui fait s'effriter les esprits et fait échapper les secrets. Les roses tombaient dans leur massif, les abeilles planaient, ne sachant pas si elles devaient bourdonner ou s'évanouir. Madame Penelope Greaves, qui avait organisé l'affaire au cours des 19 dernières années avec une précision militaire et une efficacité tyrannique, avait déjà visiblement le visage rouge, même si, par chaleur ou par indignation, le fait que son éponge Victoria ait été meilleure que celle de Madame Dunthorne était un sujet de débat houleux. Miss Marple était assise à l'ombre d'un sycomore, les mains occupées à tricoter un peu, rien de compliqué, juste un modèle. Simple qui, selon elle, nécessitait assez peu d'attention pour laisser les oreilles entièrement libres. Pourtant, ses yeux ne manquèrent de rien. Elle remarqua que la jeune Lily Parks brossait trop souvent ses jupes chaque fois qu'elle passait devant M. Matthew Hartley, le nouvel employé de banque. Madame Fanshawe portait une broche entièrement neuve et elle jurait que c'était un cadeau du cousin de son défunt mari. Miss Marple, cependant, se souvenait très bien de l'avoir vue dans une vitrine chez Darabys Jewellers il y a seulement 15 jours. Et puis, bien sûr, il y avait M. Owen Trulock, le barbier du village, qui faisait la cour près du stand de limonade avec son mélange habituel de pompe et de pommade. Trulock était un homme vaniteux, ses cheveux gris graissés et séparés, avec une précision mathématique, sa moustache raidie selon un angle quasi militaire. Il était barbier du village depuis 30 ans, et même s'il n'avait qu'une poignée de clients ces jours-ci, les plus jeunes préférant se rendre à Market, Arborough en voiture pour des coupes modernes, il restait extrêmement fier de son métier. « Il sait tout sur tout le monde », murmura un jour quelqu'un, parce que tout le monde parle dans un fauteuil de barbier. La fête était à son apogée lorsque le cri traversa l'air. Cela ne venait pas de la pelouse du presbytère, mais de l'allée, qui menait au salon de coiffure de M. Trulock, plus un appentis reconverti à l'arrière de sa maison qu'autre chose. Le cri avait la qualité particulière de la sincérité, de ce genre de cri qui saisit l'estomac avant même d'atteindre les oreilles. C'était Madame Olive Rake, la gouvernante du révérend Burns. Pâle et haletante, elle trébucha sur le green, une main sur sa poitrine et l'autre pointée vers le bas de l'allée. « C'est Monsieur Trulock, » halta-t-elle. « Il est mort. » Le silence tomba sur la fête. Les tasses de thé claquèrent. Quelqu'un a laissé tomber une tranche de Battenberg. Le vicaire se signa par réflexe, même si la doctrine anglicane ne l'exigeait pas. Miss Marple plia tranquillement son tricot. Personne n'a vu son expression changer, parce que ce n'était pas le cas. Mais ses yeux avaient cette lueur douce et pâle, et dans le silence qui précédait l'agitation, elle murmura quelque chose dans sa barbe. Les gens imaginent toujours qu'un meurtre s'accompagne de coups de tonnerre. Le plus souvent, il arrive avec de la limonade et des génoises. C'est une vérité souvent répétée dans la campagne anglaise qu'aucun événement, aussi grand soit-il, ne peut rivaliser avec le drame d'une mort inattendue, en particulier lorsqu'il se produit au cœur même de la communauté et implique une personne aussi importante socialement qu'Owen Trulock, barbier et porteur de secrets. Au moment où l'agent Hubert Cray est arrivé sur les lieux, essoufflé et le visage rouge après avoir couru dans l'allée en tenue de fête, le salon de coiffure avait déjà dessiné un demi-cercle de villageois curieux. Ils se rassemblèrent comme des abeilles devant du miel, chuchotant à voix basse et se penchant sur la pointe des pieds,
pour apercevoir par la porte ouverte. Le faible bourdonnement des bavardages remplissait l'air de l'été, ponctué seulement occasionnellement de halètements lorsque de nouvelles théories plus sinistres émergeaient. « Il a été abattu, vous savez », marmonnait M. Frank Godfrey, fin le boucher à quiconque voulait l'écouter. La lame d'un barbier s'est retournée contre son maître, croyez-moi. Ces crimes ont toujours une symétrie poétique. Limonade empoisonnée, déclara Madame Emmeline Coburn, qui avait été alitée pendant 2 semaines après avoir bu un cordial douteux à la Women's Guild. Il a pris un verre à la fête à peine 30 minutes auparavant, une crise cardiaque plutôt. Grommela le vieux Monsieur Ledger depuis son banc, mâchant sa pipe avec un air de profonde désapprobation. C'était un bavard pompeux, mais pas du genre à assassiner. Personne ne prend la peine de tuer des barbiers. Miss Marple, qui était arrivée à l'entrée de l'allée avec une expression délicatement inquiète et son tricot sous le bras, ne dit rien. Elle a simplement observé la façon dont la foule se formait, les gestes que les gens faisaient quand ils pensaient que personne ne les regardait, le rapide coup d'œil que Miss Lily Parks lança à M. Hartley alors qu'elle lui serrait le bras trop fort. L'agent Cray est sorti du salon de coiffure quelques minutes plus tard, l'air nettement perturbé. Son visage large et jeune était pâle, sous ses tons rouges, et il ôta son casque pour se tamponner le front avec un mouchoir. Aucun signe d'effraction. Aucun sang que j'ai pu voir. Il est assis bien droit sur sa chaise, les yeux grands ouverts. J'ose dire que l'homme a l'air plus surpris qu'autre chose. « Il est mort sur la chaise ?» demanda gentiment Miss Marple, comme surprise. Cray lui fit un signe de tête serrée. « En effet, Miss Marple, juste comme ça. Assise là avec la serviette, toujours autour du cou. Un rasoir droit sur la table à côté de lui. Je devais attendre quelqu'un. » Le docteur Cornelius Latchford, le médecin du village, confirma bientôt ce que craignait Cray. Owen Trulock était très certainement mort, bien qu'il ne puisse en confirmer la cause sans autopsie. Il n'y a eu aucune blessure, aucun signe de lutte, pas de bleu. Et la tasse de thé toujours sur la table de travail à côté du fauteuil de barbier était presque vidée. « Le poison est probable, » marmonna-t-il, en se grattant le côté du nez avec un doigt tremblant. Mais je dirais, si c'était le cas, cela a fonctionné rapidement. Cet homme n'était pas en train de couper quoi que ce soit quand il est parti. Ses mains sont propres, ses outils intacts. Il a dû s'asseoir et est mort quelques instants plus tard. La nouvelle s'est répandue dans Chipping Morley en un temps record. Au coucher du soleil, le village tout entier était enfermé dans la chaleureuse étreinte du scandale et de la peur. Madame Greaves a convoqué une réunion d'urgence de la Guilde des femmes ce soir-là, non pas pour pleurer, bien sûr, mais pour organiser un comité commémoratif et nommer un organisateur intérimaire de la fête, au cas où Madame Rack se révélerait trop secouée pour s'en occuper. « Il faut toujours se préparer », dit-elle d'un ton sévère. « Les vivants doivent continuer. » Le révérend Burns a prononcé la prière d'ouverture d'une voix empreinte de piété et de curiosité. Nous demandons de la clarté, de la paix du cœur, a-t-il entonné en jetant un coup d'œil de côté à Miss Marple. Et pour découvrir la méchanceté parmi nous, si une telle méchanceté existe, le pub du village, The Lamb and Lantern, a vu un nombre record de clients ce soir-là, et si la bière coulait plus librement que d'habitude, les théories aussi. Il est devenu clair, avant même l'arrivée de l'inspecteur de police de Basingstoke, que tout le monde à Chipping Morley avait quelque chose à dire sur M. Owen Trulock, même si la plupart n'avaient parlé de lui que gentiment de son vivant. Il en savait trop, voilà ce que c'était, a murmuré Lorna Atwood, la fille du boulanger à son ami. Les gens disent dans un fauteuil de barbier des choses qu'ils ne diraient pas à un prêtre. On ne sait jamais quels secrets il gardait. Ou menacé de le dire, murmura son ami. Miss Marple s'est assise tranquillement pendant la réunion de la guilde et a ensuite eu une conversation polie au thé du presbytère. Elle remarqua la façon nerveuse dont Madame Rack tenait son sac à main et la façon dont elle semblait éviter le regard de M. Hartley,
qui à son tour passait beaucoup de temps à parler de cricket de la manière la plus contre-nature. Elle a également noté quelque chose d'étrange dans les suggestions commémoratives proposées. Personne n'avait mentionné avoir déposé une couronne sur la porte du magasin Trulock. Une omission subtile mais révélatrice, pensa-t-elle. Les cartes Jean pleurait à la perte d'une figure bien-aimée. Il craignait la disparition d'un être dangereux. Le lendemain matin, nous avons amené l'inspecteur Desmond Haynes, un homme grand à l'air fatigué, avec des tempes grises et de la boue sur ses chaussures. Il est arrivé de Basingstoke, avec peu d'enthousiasme, mais un esprit assez vif. L'agent, Cray l'informa du mieux qu'il pouvait, tandis que Miss Marple, invitée, comme toujours, à prendre le thé par la femme du vicaire, écoutait depuis sa place près de la fenêtre. Les seules personnes qui sont entrées dans le magasin hier, a déclaré Cray en lisant sur son bloc-notes, étaient évidemment Monsieur Trulock et Madame Clarisse Dawlish, juste avant midi. Elle est partie juste après midi. Monsieur Trulock a ensuite été vu par Madame Rack vers 3h30, mort comme un clou de porte. Haynes plissa les yeux. Que faisait Madame Dawlish là? Cray cligna des yeux. Je vais chercher la crème pour moustache de son mari, monsieur. Elle a dit qu'elle le faisait un vendredi sur 2. Haynes soupira. Et la boisson? Le thé? Cray haussa les épaules. Trulock préparait toujours un pot après le déjeuner. Il disait qu'il aimait lire les journaux et profiter du calme avant les rendez-vous de l'après-midi. Haynes n'avait pas l'air satisfait. Et en avait-il? Cray hésita. Des rendez-vous, monsieur? Ennemi. Cray rougit. Rien de confirmé, monsieur, bien que j'ai entendu dire qu'il avait eu des mots avec monsieur Hartley lors de la fête, et madame Fanshawe a dit qu'il avait insulté la barbe de son mari la semaine dernière, qui n'a apparemment pas été taillée depuis le couronnement. Miss Marple sirota son thé. Ses yeux brillants derrière ses lunettes s'attardaient sur la couverture du journal du jour. Une chronique nécrologique était nichée à côté d'un article de société sur la fête. Aucune mention de M. Trulock pour l'instant, mais l'édition de demain, elle en était certaine, raconterait une histoire très différente. Elle avait aussi vu quelque chose hier, quelque chose de si ordinaire que la plupart des gens peuvent complètement ignorer. Une petite boucle de cheveux coupés, gris et fins, laissée sur un coussin de chaise, pas dans la boutique de Trulock, mais près du stand de limonade, où il s'était brièvement assis juste avant sa mort. Personne n'a pensé à le balayer, pensa-t-elle. Et pourtant, ce n'était pas à sa place. Assez déplacé. Le tueur, elle en était certaine, ne s'attendait pas à ce que Trulock meure aussi soudainement. Cela rendait le choix du poison vraiment très intéressant. Mais le plus intéressant encore était de savoir qui avait servi la limonade et qui ne l'avait pas bu. L'inspecteur Desmond Haynes n'était pas un homme fantaisiste. Il croyait à la méthode, aux motivations et à la vérification des empreintes digitales, même lorsqu'on n'en attendait pas. Ainsi, au moment où le soleil de l'après-midi illuminait les murs couverts de lierre de Chipping Morley's High Street, il avait déjà fait sa première tournée. Le salon de coiffure, le terrain de fête et enfin le salon de Miss Clarisse Dawlish, dont la course du vendredi l'avait placé sur les lieux les plus proches de l'heure de sa mort. Miss Marple, quant à elle, était assise tranquillement dans un coin du salon du presbytère, raccommodant ostensiblement une paire de chaussettes appartenant au jeune maître Archibald Burns, qui avait parcouru le cimetière à la poursuite d'un hérisson la semaine précédente. Mais ses oreilles étaient tout à fait libres. Haynes était assis en face de Clarisse Dawlish, la plume en l'air, les yeux perçants. « Vous dites que vous étiez dans la boutique de Monsieur Trulock entre 11h50 et 12h15 » Clarisse, une grande femme à la posture raide et à l'expression empreinte de politesse, hocha la tête. « Oui, j'ai dû attendre qu'il en ait fini avec le vieux monsieur Cattermole. Il était sur la chaise en train de se faire les sourcils, entre autres. » Haynes haussa lui-même un sourcil. Monsieur Trulock effectuait des soins personnels pour des clients. « Même à son âge, Clarisse renifla, il n'abandonnerait pas.
Il a dit que tant qu'il avait des mains capables de tenir un peigne et un rasoir, il travaillerait. De toute façon, je n'ai opté que pour la cire à moustache d'Augustus. Trulock a toujours gardé la marque dans son armoire du fond. Augustus est terriblement particulier. « Et tu n'as rien remarqué d'étrange ?» a demandé Haynes. Clarisse fit une pause. « Bizarre? Non, juste le désordre habituel. L'endroit sentait toujours le tonique pour cheveux et le journal. Il a mentionné que sa bouilloire ne fonctionnait pas correctement. Il a dit qu'elle avait débordé ce matin-là et avait presque ruiné toute une boîte de biscuits. Je lui ai dit de la remplacer, mais vous savez à quel point il était têtu. » Haynes a griffonné quelque chose dans son livre. « As-tu préparé le thé ?» Clarisse parut surprise. « Bien sûr que non. Je ne rêverais pas de m'imposer. Il s'était déjà servi une tasse quand je suis parti. » De retour au presbytère, Miss Marple arrêta de raccommoder un instant et toucha légèrement son menton avec son aiguille. « Une bouilloire a débordé, n'est-ce pas ?» pensa-t-elle. « C'est un petit détail étrange, mais les gens parlent souvent d'électroménager lorsqu'ils évitent autre chose. » Haynes tourna ensuite son attention vers Lily Parks. Elle était assise dans le jardin de la maison de sa mère, lissant son tablier à carreaux Vichy dans des mouvements serrés et anxieux. Ses yeux passèrent de Haynes à Miss Marple, qui était passée avec une boîte de sablés juste pour être utile. « Vous aidiez à servir des rafraîchissements à la fête ?» a demandé Haynes. Lily hocha la tête. « Oui, monsieur. » La table de limonade. Nous l'avions préparée dans des cruches tôt ce matin-là. Madame Coburn a ajouté la menthe elle-même. J'ai servi le vicaire, Monsieur Trulock, Monsieur Hartley. Haynes leva le doigt. « Monsieur Trulock, quand est-il arrivé ?»« Juste après 2 heures, je pense, » dit Lily. Il était d'humeur. Il n'arrêtait pas de marmonner des imbéciles qui n'ont aucun sens de la toilette et des idiots qui devraient en savoir plus. Puis il s'est assis sous le tilleul et a bu une demi-tasse de limonade avant de s'enfuir. Miss Marple eut un léger sourire. « Il ne l'a pas fini ?» Lily fronça les sourcils. « Non, il a posé la tasse sur le banc. Je l'ai récupérée plus tard. Il en restait encore un peu dedans. Vous souvenez-vous de ce qu'il a dit ? Quelque chose sur l'endroit où il allait ensuite ?» a demandé Haynes. Lily hésita. Seulement quelque chose concernant le besoin de calme et de tranquillité. Il a dit que la fête était trop bruyante. Je pensais qu'il retournait dans son magasin. Miss Marple posa les sablés sur la table et croisa les mains sur ses genoux. « Dites-moi, chérie, avez-vous servi tout le monde dans la même cruche ?»« Oh oui, » dit Lily. Bien que les 2 premières tasses, celles de M. Hartley et de M. Trulock, venaient du haut. Madame Coburn a dit de conserver les jolis morceaux clairs pour les invités importants. Les yeux de Miss Marple pétillaient derrière ses lunettes. Du haut, ou quelque chose de léger comme des feuilles de menthe, ou peut-être une poudre, pourrait remonter à la surface. De retour au magasin, l'inspecteur Haynes avait commencé à inspecter les thés laissés sur le comptoir de M. Trulock. Il fronça les sourcils. La tasse de thé était en effet presque vide et à côté se trouvait une soucoupe de sablé à moitié mangée et un exemplaire du Héros du soir, déplié ouvert aux nécrologies. « Cela ne ressemble pas à un homme qui envisage de mourir », murmura Haynes. L'agent Cray, qui se trouvait à proximité, a ajouté « Ils disent qu'il s'est disputé avec M. Hartley ce matin-là, monsieur. » Haynes se tourna. « Hartley, l'employé de banque ?» Cray hocha la tête avec impatience. « J'ai entendu parler d'un prêt pour Miss Fanshawe. Trulock a affirmé qu'elle était exploitée. Il a dit que Hartley profitait de son besoin de rénover sa propriété. C'était assez bruyant, m'a-t-on dit. » Haynes pinça les lèvres. « Très bien. Nous parlerons ensuite à Hartley. » Miss Marple, qui avait déjà pris la liberté de rendre visite aux Hartley sous prétexte de leur rendre un livre de jardinage emprunté, trouva M. Hartley visiblement pâle et plus qu'un peu nerveux. « Je connaissais à peine cet homme, a-t-il insisté. C'était une relique. Il avait toujours un mot ou deux à dire sur la finance moderne, nous traitant de voleurs et d'escrocs. Ce n'était rien de grave. Mais vous vous êtes disputé avec lui.
dit doucement Miss Marple. Le visage de Hartley rougit. Seulement en passant. J'ai dit que le taux d'intérêt de Madame Fanshawe était entièrement conforme à la réglementation. Il a dit que c'était honteux. Honnêtement, je pense que l'homme ne se sentait pas bien. Il transpirait terriblement et semblait déjà étourdi. Miss Marple pencha la tête. A-t-il bu quelque chose pendant votre conversation? Non. J'ai juste soufflé et je suis parti. Donc, Miss Marple pensa, le poison, si c'était du poison, a probablement fait effet entre la fête et son retour au magasin. Et on ne l'a plus vu boire du thé après ça, seulement de la limonade. Les pièces s'assemblaient, lentement mais sûrement. Il n'y avait pas besoin de drame, pas de révélation soudaine, seulement le dévoilement constant de vérités que les gens ne savaient pas qu'elles révélaient. Ce soir-là, le village bourdonnait à nouveau, cette fois avec des voix plus calmes. Un deuxième agent de police avait été dépêché de Basingstoke, et les rumeurs abondaient selon lesquelles M. Hartley pourrait être arrêté. Miss Marple, assise une fois de plus sous son sycomore, avec la brise du soir ébouriffant son châle, regardait simplement le monde passer. Elle avait vu Madame Fanshawe se précipiter dans le bureau de poste avec une lettre serrée contre sa poitrine. Elle avait remarqué Clarisse Dawlish parlant à voix basse avec Madame Coburn derrière la modiste. Et elle avait très certainement vu le plus jeune garçon de Cattermole se faufiler derrière le salon de coiffure juste avant le crépuscule, revenant avec une lueur particulière dans les yeux. Il y avait des secrets ici, les anciens, portés lisses comme des pierres de rivière, passés de main en main pendant des années, jusqu'à ce que l'un d'eux devienne trop lourd à porter. Elle fouilla dans son panier, en sortit son cahier, et nota une phrase. « Du thé, du citron et des choses entendues. » Elle a souligné « citron ». L'inspecteur Haynes est revenu au presbytère avec un sourcil plus profond qu'à son arrivée. C'était maintenant la fin de l'après-midi, et le ciel avait pris une teinte pêche derrière les toits de chaume de Chipping Morley, le genre de teinte paisible qui démentait la tempête de questions qui continuait de remuer sous la surface. « Il y a quelque chose qui ne va pas », murmura-t-il à l'agent Cray alors qu'il passait devant le green. « Tout le monde est aussi utile. » C'est comme si tout le village connaissait d'un secret qu'il ne révèle pas. Cray, peu habitué à de telles réflexions philosophiques, hocha vaguement la tête et prit note de se pencher sur les secrets des villageois. Pendant ce temps, Miss Marple disposait 2 tasses d'Earl Grey sur la terrasse arrière du presbytère. Elle semblait apparaître là où Haynes se rendait ensuite, toujours juste à temps, toujours avec la bonne excuse. Cette fois aidant « Madame Burns a organisé les cantiques pour le service de dimanche. Asseyez-vous, inspecteur », dit gentiment Miss Marple en désignant la chaise vide à côté d'elle. « Vous êtes resté debout toute la journée. Le thé est bon pour rassembler ses pensées. » Haynes sourit faiblement et accepta la coupe. « Je suppose que vous avez déjà rassemblé le vôtre, Miss Marple. »« Oh non, dit-elle modestement, les yeux brillants. Mais je trouve que les gens en révèlent souvent plus qu'ils ne le pensent, surtout lorsqu'ils ne parlent pas d'eux-mêmes. » Haynes sirota une gorgée, puis se pencha en arrière avec un soupir. « Nous nous concentrons sur M. Hartley. Il avait des motifs, conflits financiers, fierté blessée en public et proximité lors de la fête. Mais quelque chose ne va pas. Il est nerveux, oui, mais pas calculateur. » Miss Marple hocha la tête. « C'est un jeune homme ambitieux, certes, mais pas encore assez intelligent pour cacher sa culpabilité. Il y a une différence entre s'inquiéter et se cacher. Pensez-vous qu'il est innocent ?» demanda Haynes, mi-taquin, mi-curieux. « Je ne présume jamais, » répondit Miss Marple. « Mais j'écoute. » Plus tard dans la soirée, Haynes a convoqué Hartley à la salle des fêtes pour un interrogatoire, ne serait-ce que pour satisfaire la demande croissante d'action. La rumeur s'était répandue selon laquelle il s'était disputé avec la victime et avait eu accès à la limonade. Les citadins qui, il y a encore quelques jours, avaient loué ses manières polies et son poste respectable à la banque, murmuraient maintenant son nom, les sourcils levés et les lèvres pincées. Hartley se tenait raide devant l'inspecteur, la sueur accrochée à son col. « Je n'ai rien à voir avec sa mort.
Je me suis disputé avec lui, oui. Il m'a accusé de profiter de Madame Fanshawe, ce qui était absurde. J'ai suivi tous les règlements à la lettre. Elle s'est approchée moi pour le prêt. L'avez-vous menacé? A demandé Haynes. Non. La voix de Hartley se brisa. J'ai peut-être élevé la voix, mais cet homme pourrait provoquer une pierre. Haynes plissa les yeux. Où es-tu allé après la fête? De retour à la banque pour fermer le coffre-fort. J'ai le journal de bord signé par mon superviseur. Il est venu de Market Harborough pour vérifier certains documents. J'étais en sa compagnie de 3 heures à presque 5 heures. Haynes fit une pause. L'alibi a été vérifié, solide. Alors pourquoi le malaise dans la voix de Hartley? Pourquoi ces tensions? Miss Marple, assise juste à l'extérieur de la pièce avec son tricot, entendait chaque mot. Plus important encore, elle a entendu ce qui n'a pas été dit. Hartley avait quelque chose à protéger, mais ce n'était pas lui-même. Pendant ce temps, le passe-temps favori du village, la spéculation, avait atteint son paroxysme. J'ai vu Clarisse Dawlish quitter le salon de coiffure avec un air étrange sur le visage, a déclaré Madame Dunthorne devant une assiette de sandwich au concombre. Je l'ai dit à Gérald, j'ai dit « Cette femme a la froideur d'une veuve, mais le regard de quelqu'un qui jouit il. » Elle avait des moyens, murmura Madame Greaves, qui n'était pas du genre à rester à l'écart d'un bon scandale. Et le motif aussi. Vous vous souvenez que son mari et M. Trulock ont eu des mots à propos de cette partie de poker en 1947. Oh, que jeu, dit Madame Coburn en connaissance de cause. Augustus n'a jamais vécu cette perte. Il a dit que Trulock avait triché. Il a dit qu'il se vengerait. Les rumeurs fleurissaient comme des pissenlits au printemps. Un moment inoffensif, le suivant suffocant. Clarisse, disait-on, avait été fiancée à Trulock, puis abandonnée. D'autres ont affirmé que Trulock détenait des secrets sur la moitié du village, recueillis depuis le fauteuil du coiffeur et murmuré des aveux. Cela pourrait être du chantage, marmonna Frank Godfrey le boucher. Il avait la saleté, sur tout le monde. Miss Marple savait qu'il ne fallait pas courir après les ragots, mais enfouis dans les récits se trouvaient des reflets de vérité, décousus, fragmentés mais révélateurs. Plus tard dans la nuit, Haynes a rendu visite à Madame Fanshawe à son chalet, niché au bord du green. Elle répondit dans sa robe de chambre, une tenue bordée de dentelle qui parlait plus de pauvreté distinguée que d'élégance. « Je comprends que vous demandiez un prêt par l'intermédiaire de M. Hartley. » commença Haynes. « Oui, pour le toit. Au printemps, ça fuit terriblement. » Elle se força à sourire. « Je suppose que tout le village le sait maintenant. »« Est-ce que M. Trulock est intervenu dans ce processus ?» il a demandé. Elle hésita, puis haussa les épaules. « Il a essayé. Il a dit que Hartley était cruel, que les conditions étaient dures. Mais je lui ai dit de s'occuper de ses propres affaires. L'avez-vous vu à la fête? Oui. Il m'a regardé à travers les gâteaux. Au citron a parlé de morale perdue et de dépenses inutiles. Je lui ai dit d'aller se pendre. Elle redressa les épaules. Si vous insinuez que j'ai quelque chose à voir avec sa mort, je ne suggère rien, pour l'instant. Mais alors même que Haynes insistait, il était clair que la conversation se heurtait à un mur. Madame Fanshawe avait des secrets, certes, mais étaient-ils dangereux? Le lendemain matin, Miss Marple retrouva Haynes dans le cimetière, où il était allé se vider la tête. Les oiseaux gazouillaient au-dessus d'eux, et le monde semblait inconscient du meurtre dont il venait d'être témoin. « Il manque encore quelque chose », a admis Haynes. « Parfois, dit doucement Miss Marple, nous recherchons des couteaux alors que nous devrions chercher des tasses à thé. » Haynes cligna des yeux. « Reviens ?» Elle sourit. « Tout le monde parle. De ce que Trulock dit ce jour-là. Comment il a offensé, ce qu'il savait, ce qu'il accusait. Mais ils oublient ce qu'il a fait. Il a bu de la limonade, il est retourné à sa boutique, il a fait du thé. Il a fait la même chose qu'il a toujours fait, à une exception près. » Haynes parut intrigué. « Continue. Il n'a pas verrouillé la porte. » Haynes fronça les sourcils.
Pourquoi est-ce important? Parce que M. Trulock toujours a verrouillé la porte après le déjeuner. Il appelait cela son heure tranquille. Et pourtant, Madame Rack trouva la porte entr'ouverte lorsqu'elle tomba dans la poussière. Ce qui veut dire que soit quelqu'un l'a suivi, soit il était déjà à l'intérieur. Haynes cligna des yeux. « Alors tu crois qu'il n'a pas été empoisonné lors de la fête ?» Miss Marple secoua la tête. « Je crois qu'il a bu quelque chose à la fête qui affaiblit lui. Quelque chose qui le rendait fatigué, étourdi. Et quand il est arrivé à son magasin, il a pris un autre verre. Thé, peut-être, ou peut-être quelque chose qu'il pensait être du thé ou de l'eau, ou des médicaments. Vous voyez, inspecteur, un salon de coiffure regorge de bouteilles de savon, d'astringents, d'huile, toutes facilement mal étiquetées. Haynes la regarda. « Alors tu dis que la fête n'était pas le moment du meurtre ?»« C'était le début de cela, » répondit doucement Miss Marple. « Un premier acte subtil. Le coup final a été porté dans le salon de coiffure par quelqu'un qui le connaissait suffisamment bien pour anticiper le deuxième verre, ou qui a laissé quelque chose derrière lui, sachant qu'il le consommerait. » Haynes resta silencieux, puis dit « Et vous pensez que le tueur est toujours là, parmi nous ?»« Oh oui, » dit-elle calmement, et en surveillant très attentivement qui blâme le village. Elle se tourna, les yeux doux, la voix comme un murmure dans la brise. Et je crois qu'ils ont déjà commencé à ranger leurs pistes. 2 jours après la mort d'Owen Trulock, le village de Chipping Morley avait repris un rythme de routine, même si un certain courant de méfiance persistait dans l'air. Les cloches des églises sonnaient encore. Le courrier a toujours été livré. Le laitier jetait encore des bouteilles en verre sur les perrons avant l'aube. Mais la conversation s'arrêtait désormais au passage d'étrangers et les portes se fermaient un peu plus tôt que d'habitude. Miss Marple, cependant, a constaté que lorsque les choses semblent revenir à la normale trop rapidement, il ne faut pas regarder le bruit mais le silence. Et le silence à Chipping Morley était assourdissant dans un endroit particulier. La boutique de feu Monsieur Trulock, le petit appentis aménagé du barbier, à l'arrière de sa maison couverte de lierre, restait scellé sur ordre de l'inspecteur Haynes, même si l'agent Cray se tenait moins souvent à l'extérieur maintenant. Les gens avaient arrêté de venir rester bouche bée. Ce matin-là, Miss Marple a rendu visite à Madame Rack, la gouvernante du vicaire, et la première personne à retrouver le corps. Madame Rack avait pris l'habitude de s'asseoir sur son marche-arrière, les mains inactives, les yeux lointains. Elle était connue pour sa compétence brusque, mais l'expérience l'avait clairement ébranlée. « Je le vois encore, vous savez, » dit-elle, la voix rauque, alors qu'elle sirotait le thé que Miss Marple avait apporté. Juste assis là, comme s'il s'était assoupi, sauf qu'il ne l'avait pas fait. Elle déglutit. Ses yeux étaient grands, ouverts, juste regardants. « Étiez-vous déjà entré dans le magasin ?» demanda doucement Miss Marple. Madame Rack secoua la tête. « Pas depuis des années. Il avait l'habitude de couper les cheveux du révérend dans la journée avant de commencer à se rendre en ville. J'attendais dehors à ce moment-là. Il était pointilleux avec ses affaires, Trulock. Il n'aimait personne dans son espace. Alors pourquoi y aller ce jour-là ?» Madame Rack cligna des yeux. La fenêtre arrière était ouverte. Je l'ai remarqué en passant, j'ai trouvé ça étrange. Il n'ouvrait jamais les fenêtres, à moins de faire bouillir quelque chose. Et la porte était entr'ouverte. J'ai appelé. Comme il n'a pas répondu, je suis entré. Les yeux de Miss Marple se plissèrent légèrement. Vous avez dit faire bouillir quelque chose. Qu'est-ce qu'il faisait habituellement bouillir? Oh, de l'eau principalement. Ou des serviettes. Cette vapeur adoucit la barbe et prépare l'âme à l'examen minutieux. Elle eut un petit rire triste. Il pouvait être dramatique, mais il avait de bonnes intentions. Miss Marple a classé le commentaire. Après avoir quitté Madame Rack, Miss Marple parcourut le long chemin autour du cimetière et à travers le jardin arrière du cottage Trulock, où elle s'arrêta devant la fenêtre décrite par Madame Rack. S'agissait d'une modeste fenêtre, ouverte d'à peine quelques centimètres, avec une fine couche de poussière sur le rebord.
Sauf que, remarqua Miss Marple, il y avait un étroit croissant balayé près du bord, trop petit pour une main, mais juste de la bonne taille pour le fond d'une bouteille. Elle regarda à l'intérieur. La pièce au-delà était dans l'ombre, mais même sous cet angle, elle pouvait distinguer la lueur des bocaux sur l'étagère, et juste à côté d'eux, une grande bouteille vert foncé qui ne correspondait pas aux autres. De retour au presbytère, Miss Marple a préparé une note. Pour l'inspecteur Haynes, c'était formulé discrètement, comme toujours. « Inspecteur, je me demande si vous avez examiné de près l'équipement de cuisson à vapeur de Monsieur Trulock. Si vous découvrez une bouteille près du bassin marquée « teinture mentholée », je serais très curieux de savoir si elle contient ce que l'étiquette suggère. Le vôtre, J. Marple, avait à peine plié la lettre qu'on frappa à la porte du presbytère. C'était craie, pâle et penaud. « Mademoiselle Marple, vous êtes recherchée dans le hall. L'inspecteur Haynes a pensé, c'est-à-dire qu'il a dit que vous pourriez peut-être aider à donner un sens à quelque chose. À la salle des fêtes du village, Haynes se tenait à côté d'une petite table d'exposition où étaient disposés plusieurs articles du salon de coiffure. Une tasse de thé, un peigne, un carnet en cuir craquelé et la bouteille verte. Il était caché derrière une pile de serviettes, à moitié pleine, a déclaré Haynes. L'étiquette indique teinture mentholée pour bassin de vapeur uniquement, mais c'est plus lourd que le menthol. Nous l'avons fait envoyer au laboratoire. De Basingstoke. Les résultats sont arrivés tout à l'heure, Miss Marple attendit. C'est de l'aconite, dit Haynes d'un ton sombre. Monkshood. Extrait et dilué. Très précis. Action très rapide. À juste dose. Provoque des étourdissements, des sueurs, suivies d'un arrêt cardiaque. Indolore, si pris dans une boisson chaude. Il baissa les yeux. Comme le thé. Miss Marple hocha lentement la tête. Et je suppose que la bouteille de menthol n'a pas été ouverte récemment. Haynes hocha la tête. Poussière sur le bouchon. Mais traces d'aconie à l'intérieur du col. Donc, murmura Miss Marple, il ne l'a pas bu dans cette bouteille. Elle a été décantée, cachée. Mais qui y aurait accès? A demandé Haynes. Et plus important encore, pourquoi utiliser de l'aconite? Ce n'est pas facile à trouver. Miss Marple ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, elle ramassa le carnet en cuir craquelé et l'ouvrit. À l'intérieur, en cursive précise, se trouvaient les noms et les notes des clients. M. Godfrey, amincissement des Favoris. Il est recommandé de passer à une cire plus lourde. M. Hartley n'aime pas les bavardages, préfère les rendez-vous tardifs. Madame Dawlish, au nom d'Augustus, insiste sur la cire Dunridge No. 5. Ne remplacez pas. Elle se retourna, encore plus. Une page l'a arrêtée. Madame Fanshawe, garniture discrète pour la frange de la veuve. Ne demande aucun miroir. Nerveux. Fait référence au fait de ne pas être surveillé. Suspecter une mauvaise vue. Ou pire. A mentionné se sentir souvent malade. Il faudrait voir un médecin. Miss Marple leva les yeux. Elle cachait quelque chose, pas seulement financièrement. Elle ne voulait pas voir son reflet, et pas par vanité. « Tu penses que c'est de la culpabilité ?» a demandé Haynes. « Pas la sienne, » dit doucement Miss Marple, « mais celui de quelqu'un d'autre, quelqu'un qu'elle protège. » Ce soir-là, Miss Marple traversa la verdure du village et trouva Madame Fanshawe en train de s'occuper de ses bacs à fleurs dans la lumière déclinante. « Soir, chérie » appela-t-elle doucement. « Ces pensées sont magnifiques. » Madame Fanshawe leva les yeux, surprise. « Oh, merci. J'essaie de garder les choses en ordre. » Miss Marple hocha la tête. « Je trouve que le jardinage aide à calmer l'esprit. Je dis toujours, si l'on veut découvrir une mauvaise herbe, il faut commencer par la racine. » Il y eut une pause. Dame Fanshawe détourna le regard. « Est-ce que c'est à propos d'Owen ?» Miss Marple baissa la voix. « Je crois qu'il savait quelque chose de dangereux. Et je crois que quelqu'un d'autre savait qu'il le savait. » Elle fit une pause. « Pardonnez-moi, ma chère, mais le prêt, était-ce vraiment pour votre toit ?» Madame Fanshawe tressaillit. « C'était pour mon neveu,
Peter. Il s'était endetté terriblement. Il est troublé. Il est resté avec moi ces derniers mois, mais je ne voulais pas que les gens le sachent. Peter Fanshawe demanda « Gentiment, Miss Marple. Je ne crois pas l'avoir rencontré. Il sort rarement. Il dort à des heures étranges. Il se cache des gens. » Le ton de Miss Marple était gentil. « Est-ce qu'Owen Trulock était au courant pour lui ?» Madame Fanshawe a hésité trop longtemps. « Je pense que oui, » murmura-t-elle. « Il a vu Peter une fois, quittant la maison tard. Il a posé des questions. Il a dit que je devrais faire attention, que certaines personnes ne sont pas ce qu'elles semblent être. » Les yeux de Miss Marple se sont aiguisés. Et Peter savait-il que M. Trulock avait l'intention de parler à la police? La bouche de Madame Fanshawe s'ouvrit. Non, il ne l'a pas fait, il ne l'a pas fait, il avait juste peur. Owen a dit qu'il pourrait parler à quelqu'un du passé de Peter, qu'il avait été licencié d'un poste d'enseignant. Il y avait des accusations. Miss Marple posa une main sur l'épaule de la femme. « Merci, vous avez aidé plus que vous ne le pensez. » Ce soir-là, alors qu'elle rentrait chez elle, Miss Marple s'assit avec son cahier et ajouta 2 nouvelles phrases. « Ta thé, bouteille de menthol n'a pas été touchée. Le thé n'a pas été empoisonné, l'eau l'était. Le meurtrier s'était introduit, soit juste avant, soit juste après le retour de Trulock de la fête. Il avait laissé à sa portée quelque chose d'apparence ordinaire et mortelle. Le thé n'était qu'un leurre. La dose mortelle venait d'autre chose. » Elle tapota pensivement son crayon. « On fait toujours confiance à la bouilloire d'un barbier. Et si ce n'était pas le thé qui comptait, seulement la vapeur. Le lendemain matin, une légère bruine tomba sur Chipping Morley, du genre à lisser les pavés et à faire baisser la lourde tête des roses. Mais cela n'a rien fait pour apaiser la tension croissante dans le village. Miss Marple, sans se laisser décourager par le temps, a rendu une visite discrète à l'inspecteur Haynes au poste temporaire installé dans la salle des fêtes du village. Son châle était humide, ses bottes un peu boueuses, mais son expression était calme et alerte. « Vous aviez tout à fait raison à propos de la bouteille », a admis Haynes, désignant le verre vert qui repose désormais dans un sac de preuves scellé. Le labo l'a encore confirmé, de l'aconite, mélangé à des traces d'un solvant à base d'huile. Très précis, professionnel même. Miss Marple hocha la tête et s'installa sur une chaise. En effet, mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas le poison lui-même, c'est la planification. Celui qui a fait cela comprenait plus que le simple dosage. Ils connaissèrent la routine de Trulock à la minute près. Haynes se pencha en avant. « Vous pensez à un proche ?» Miss Marple hésita. « Ou quelqu'un d'assez observateur pour l'avoir étudié. Les gens pensent souvent qu'un meurtre est commis avec passion. Mais ceci, c'était prudent, propre, presque répété. » Haynes se frotta la mâchoire. « Nous avons de nouveau examiné l'agencement du salon de coiffure. Il y a autre chose. La bouilloire était chaude quand Cray est arrivé. Il y avait encore un peu d'eau dedans, mais la prise avait été débranchée du mur. « C'est important, » dit doucement Miss Marple. Le tueur ne voulait pas que ça continue à bouillir. Il lui suffisait d'une bonne bouffée de vapeur. Haynes lui lança un regard perplexe. « Tu penses toujours que le poison n'était pas dans le thé ? Je pense que la vapeur a réussi. » Miss Marple ouvrit son cahier et tapota avec son crayon une page intitulée simplement « Détails inaperçus ». Fenêtre ouverte, bouilloire débranchée, bassin à vapeur essuyé, limonade avant le thé, vertige avant la mort, bouteille près des serviettes, pas près de l'étagère de toilettage, étiquette mentholée intacte. « Le poison peut être absorbé par la peau, oui, a-t-elle déclaré, mais c'est plus rapide et plus subtil par inhalation. Et Owen Trulock, toujours vaniteux, se serait certainement offert une vapeur après une fête stressante. » Haynes fronça les sourcils. Alors il a fait bouillir de l'eau, s'est assis pour prendre un bain de vapeur et a inhalé l'aconie. Très probablement, a déclaré Miss Marple, le dosage aurait été mesuré avec soin. Trop peu et il pourrait récupérer. Trop et il pourrait s'effondrer avant d'atteindre la chaise. Haynes se redressa.
ce qui veut dire que le tueur a eu accès au magasin avant de revenir de la fête. Ou un double de clé, a déclaré Miss Marple. Ce qui nous ramène au suspect. Haynes tapota ses notes. Hartley a toujours un mobile, mais il n'a pas été vu près du magasin. Madame Fanshawe protège son neveu, mais nous n'avons pas vu Peter Fanshawe ce jour-là. Pas encore, dit Miss Marple. Mais il y a quelqu'un d'autre, quelqu'un souvent négligé, qui sait où se trouvent toutes les clés du village. Quelqu'un qui se déplace dans les maisons, entend des choses, voit des choses, et n'est jamais interrogé. Haynes parut perplexe. Toms, Madame Rack. Haynes se rassit. La gouvernante? En effet, une femme de confiance dans chaque foyer. Respectée, mais pas au-dessus de tout soupçon. Elle était au courant pour la bouilloire. Elle m'en a parlé spontanément. Et elle a trouvé le corps, peut-être parce qu'elle s'y attendait. Haynes avait l'air sceptique. Mais elle est avec le vicaire depuis des années. Pas de casier judiciaire, pas de grief. Et quelle serait sa motivation? Miss Marple sourit, faiblement. C'est, inspecteur, la question à laquelle nous devons répondre ensuite. Pendant ce temps, dans un autre coin du village, Madame Clarisse Dawlish avait reçu dans sa boîte aux lettres une note anonyme, manuscrite et non signée. Il savait. À propos d'Augustus, à propos des papiers de retraite. Vous n'êtes pas en sécurité. Elle le laissa tomber dans le feu avant même de le lire 2 fois, mais son visage se vida de toute couleur, alors qu'elle le regardait s'enrouler et disparaître. Elle savait exactement ce que cela signifiait. En 1949, Augustus Dawlish avait demandé une prestation de veuve de guerre au nom de Clarisse, frauduleusement, puisqu'Augustus n'était ni blessé ni décédé. Clarisse avait été complice, quoique passivement. Les petits paiements avaient continué. Même après la mort d'Auguste, il y a 5 ans, Owen Trulock avait coupé les cheveux d'Augustus tous les mois et avait mentionné avec désinvolture que certaines personnes profitent au maximum de la guerre, même en paix. À l'époque, elle ne savait pas s'il s'agissait d'une blague ou d'un avertissement, mais maintenant, avec sa mort et ce message, Clarisse savait que quelqu'un d'autre l'avait su, et il le lui rappelait. Le même après-midi, Miss Marple fit une visite tranquille au cimetière, où elle trouva le jeune Alfie Cattermole en train de donner des coups de pied dans des cailloux derrière un ange de pierre. « Bonjour, Alfie, dit-elle. Vous chassez toujours les hérissons ?» Alfie leva les yeux avec méfiance. « Non, mademoiselle, juste errer. » Elle s'assit à côté de lui sur un muret de pierre. « Vous étiez près de la boutique de Monsieur Trulock l'autre jour, n'est-ce pas ?» Il s'agitait. « Je ne suis pas entré à l'intérieur. Personne n'a dit que tu l'avais fait, répondit-elle doucement. Mais j'imagine que vous avez vu quelqu'un qui l'a fait. » Ses yeux brillèrent. « Peter, murmura-t-il finalement. Je l'ai vu. » Revenir en arrière. Au début, je ne savais pas que c'était lui. Juste un homme en manteau marron. Mais il est entré par la porte latérale. J'allais lui dire bonjour, mais il avait l'air étrange. Comme s'il ne me voyait pas du tout. Quelle heure était-il? Juste avant le thé. Miss Marple lui tapota la main. « Tu es très observateur, Alfie. C'est un cadeau. » Elle n'insista pas davantage. Le garçon en avait déjà dit plus qu'assez. Ce soir-là, Miss Marple partagea ses découvertes avec l'inspecteur Haynes. Alors Peter était là, peut-être avec une clé, ou peut-être que Madame Fanshawe lui a laissé l'arrière ouvert. « Mais pourquoi tuer Trulock ?» a demandé Haynes. « Pour protéger sa réputation ? Ou quelque chose de pire ?» murmura Miss Marple. « Et si Trulock menaçait de le dénoncer, non seulement pour fraude, mais pour prédation ?» Haynes se serait dit. « Tu penses qu'il a blessé quelqu'un ? Je pense que Trulock le savait ou le soupçonnait, et Peter craignait d'être exposé. Madame Fanshawe l'a protégé par loyauté familiale ou par culpabilité. Et Clarisse Dawlish craignait que son propre scandale ne soit révélé si Trulock commençait à citer des noms. » Haynes se leva et commença à faire les 100 pas. Tous les fils se rejoignent, mais de manière trop nette. Quelqu'un essaie de piéger Peter. « Oui, » dit Miss Marple, « parce que pendant que Pierre était vu au magasin, il n'a laissé aucune trace, aucune empreinte digitale,
aucun signe d'entrée récente, et s'il l'était attiré là, pour que le vrai tueur puisse le mettre sur le dos? Haynes s'arrêta net. Vous pensez que c'est Madame Rack? Je pense, dit lentement Miss Marple, Madame Rack est la seule personne que personne ne remarque. Elle se déplace librement, observe tout, et peut-être que M. Trulock a appris quelque chose sur elle, quelque chose de dangereux. Haynes émit un petit sifflement. Et c'est elle qui a trouvé le corps. Exactement, dit Miss Marple. Mais nous devons en être sûrs. Nous avons besoin qu'elle se révèle. Haynes la regarda. Vous avez un plan. Elle sourit. Je le fais toujours. Le lendemain matin, un souffle de vent violent balaya le brouillard bas qui s'était glissé pendant la nuit. Chipping Morley s'est réveillé dans un air vif et plus inquiétant encore par un nouveau scandale. Peter Fanshawe avait disparu. La nouvelle est parvenue à l'inspecteur Haynes peu après l'aube. Madame Fanshawe, pâle et tremblante, s'était rendue dans la petite chambre de Peter nichée à l'arrière de son cottage pour lui apporter du thé, mais elle avait trouvé le lit tranquille et la fenêtre entr'ouverte. Il n'y avait aucune note. Balbutia-t-elle à l'arrivée de Haynes. Juste rien. Ses chaussures avaient disparu, son manteau, ce vieux cartable qu'il avait ramené de Londres. Oh, inspecteur, il n'a pas tué M. Trulock. Il ne l'a pas fait. Il est peut-être troublé, mais il n'est pas cruel. Haynes écoutait en hochant la tête solennellement. Il avait appris depuis longtemps que les gens mentent facilement, mais qu'ils mentent encore pire lorsqu'ils tentent de protéger quelqu'un qu'ils aiment. Miss Marple se tenait tranquillement à proximité, regardant la tasse de thé craquelée que Madame Fanshawe avait laissée sur le rebord de la fenêtre. Ses yeux se tournèrent vers les légères éraflures sur le rebord, exactement le genre d'éraflures qu'une botte pourrait laisser en toute hâte. « Peter n'a pas planifié cette évasion, » dit-elle doucement. « Il est parti rapidement, avec crainte. » Haynes se tourna. « Vous pensez qu'il courait depuis quelque chose? »« Oui, » répondit Miss Marple. « Et je pense que quelqu'un le voulait vraiment. » Haynes croisa les bras. « Êtes-vous en train de suggérer que le tueur a forcé Peter à fuir ?» La réponse de Miss Marple fut un seul mot. « Oui. » Le village était en feu de spéculation. En milieu de matinée, les habitués du Lamb and Lantern en ont discuté avec une suspicion ouverte. « C'est la culpabilité qui l'a poussé à fuir, » marmonna Frank Godfrey, « comme n'importe quel lâche. »« Pas de culpabilité, » dit sèchement Madame Greaves, remuant son thé avec une force inutile. « C'est dommage, la famille a un passé d'instabilité. Sa mère, eh bien, les gens oublient comment elle était avant la guerre. D'autres en étaient moins sûrs. J'ai toujours pensé que Peter était bizarre, » murmura Lily Parks à son amie Margaret, alors qu'ils épousetaient les cantiques dans l'église. « Mais pas violent. Il écrivait de la poésie, vous savez, des trucs terribles, mais très sensibles. Vous seriez surpris de ce que les hommes sensibles peuvent faire lorsqu'ils sont acculés, » répondit sombrement Margaret. Cet après-midi-là, l'inspecteur Haynes a convoqué une réunion privée dans le bureau du presbytère avec Miss Marple, l'agent Cray, et au grand inconfort visible de Cray, Madame Rake. Elle arriva promptement, vêtue de son cardigan gris en bon état et de chaussures confortables, son expression aussi soignée que ses poignets repassés. Mademoiselle Marple a suggéré que « Vous pourriez nous aider à clarifier quelque chose », dit Haynes d'un ton poli mais ferme. « Oh » dit Madame Rack en haussant un sourcil. « Heureux de vous aider, bien sûr. »« Nous avons appris, » a poursuivi Haynes, « que quelqu'un est entré dans le magasin de M. Trulock avant qu'il ne soit retrouvé, peut-être par l'arrière. La fenêtre était ouverte, la bouilloire chaude et une bouteille de teinture mentholée, remplacée par quelque chose de mortel. » Les sourcils de Madame Rake se pincèrent. « Je ne pense pas que je pourrais être d'une quelconque aide là-bas. Je ne suis entré qu'après avoir vu la porte entr'ouverte. Je vous l'ai dit. » Miss Marple sourit. « Doucement, en effet. Mais c'est quelque chose que vous avez dit qui m'a intéressé. Vous m'avez dit que Trulock faisait souvent bouillir des serviettes pour faire de la vapeur. C'est un détail intime, n'est-ce pas ?» Madame Rake hésita. « Je suppose. Mais il me l'a dit ce jour-là
quand j'ai vu la fenêtre ouverte. L'a-t-il fait? Miss Marple a dit doucement. Seulement j'ai demandé à Lily Parks, et elle m'a dit que les serviettes étaient toujours accrochées devant sa fenêtre arrière pour sécher. Et le jour de sa mort, il n'y en avait pas. Madame Rake resta silencieuse. Haynes se pencha en avant. Nous savons également que Peter Fanshawe est venu au magasin plus tard dans l'après-midi. Il a été vu brièvement. Mais il n'y a aucune trace de sa présence à l'intérieur, ce qui suggère qu'il n'a jamais touché à quoi que ce soit. Et pourtant, on nous dit qu'il avait une clé. Crée tout ça. En fait, monsieur, j'ai trouvé quelque chose d'étrange. Derrière l'étagère du magasin, un petit étui en cuir, à l'intérieur des outils. De très beaux outils, comme ceux qu'un horloger ou quelqu'un de précis pourrait utiliser. Haynes regarda Miss Marple, qui hocha légèrement la tête. Madame Rake croisa les bras. « Alors, qu'est-ce que tu suggères exactement ?»« Que vous n'êtes pas la femme que nous pensions, » dit doucement Miss Marple. « Que vous étiez autrefois autre chose. Une infirmière en chirurgie, peut-être? Un chimiste? Quelqu'un ayant accès au poison? J'ai étudié votre passé, voyez-vous. Vous n'êtes pas venu à Chipping Morley directement de Birmingham. Vous êtes venu d'Eastbourne, après avoir démissionné d'un établissement privé. Un établissement où un patient est décédé mystérieusement, également d'une insuffisance cardiaque. » Le silence s'étira. L'expression de Madame Rake ne faiblit pas, mais ses mains, soigneusement croisées sur ses genoux, étaient devenues blanches sous la pression. « Vous avez été prudent ici, » a poursuivi Miss Marple. « Discret, fiable, inaperçu. Mais M. Trulock a vu quelque chose. Il savait quelque chose. Peut-être qu'il se souvenait de vous, peut-être qu'il a entendu quelque chose que vous ne pouviez pas laisser se propager. « Et Pierre ?» a demandé Haynes. « Pourquoi l'encadrer ?» Les lèvres de Madame Rake se pincèrent. Parce qu'il était faible, personne ne le croirait, personne ne le remettrait en question, et... Elle fit une pause, puis continua avec une froide précision, parce que les gens attendent certaines choses des garçons fragiles, et ne remettent jamais en question les femmes comme moi. C'était là. Pas une confession, pas tout à fait, mais assez proche. Miss Marple croisa les mains. Un plan astucieux, tuer par erreur. Utiliser la vapeur pour délivrer le poison. Laisser la tasse de thé comme une fausse piste. Laisser les commérages du village faire le reste. Madame Rake la regarda sans expression. « Il m'a menacé, l'a-t-il. »« Fait, dit Miss Marple. Où est-ce qu'il s'en souvient simplement ?» Haynes se leva lentement. « Vous viendrez avec nous, Madame Rake. » Pour la première fois, l'équilibre de la gouvernante se brisa. Ses épaules s'affaissaient légèrement, comme si elle s'était soudain souvenue de son âge, de sa lassitude, de ces longues années passées dans l'oubli. « Je n'ai toujours voulu que le calme, » murmura-t-elle. « Paix. Il m'aurait pris ça. » Et « Maintenant, dit doucement Miss Marple, vous l'avez pris à vous-même. » Le soir, le village était illuminé par la nouvelle. « Je n'aurais jamais deviné, » a déclaré Madame Coburn. Elle était tellement fiable. Toujours si serviable, a ajouté l'épouse du vicaire, et tellement respectueux. Mais Miss Marple, sirotant son thé dans la lumière déclinante, dit doucement à Haynes, « C'est exactement ça. Nous nous attendons à ce que les monstres rugissent, mais les plus intelligents chuchotent. » Haynes hocha la tête. « Elle a failli s'en sortir. Elle l'aurait fait, » répondit Miss Marple, « sans une seule erreur. »« Quelle erreur ?»« Elle a trop essayé de disparaître, » a déclaré Miss Marple, et ce faisant, elle a laissé un vide là où il n'y en avait pas. Les serviettes, la bouteille de menthol, la bouilloire non bouillie, c'était un théâtre trop propre. Et les gens laissent toujours une trace quand ils rangent trop bien. L'arrestation de Madame Rake a envoyé un frisson à Chipping Morley, un peu comme les premières gelées de l'automne, calme, soudain et troublant à sa portée. Si une femme de ménage à la réputation irréprochable pouvait être capable de commettre un meurtre, alors quelle sécurité y avait-il dans une quelconque politesse sociale, une quelconque familiarité de toute une vie? Le village réagit par un silence stupéfait.
Aucune cloche n'a sonné, aucun commérage n'a circulé, pas au début. Même Madame Greaves, habituellement à l'origine de tous les scandales, a été vue simplement debout près de son portail, d'entrer avec un châle en laine étroitement enroulé autour de ses épaules, ne regardant rien. Mais Miss Marple n'était pas satisfaite. Même si la détention de Madame Rake avait permis de relier bon nombre de fils lâches, l'utilisation de l'aconite, le thé mis en scène, la bouilloire chronométrée, il restait une chose cruciale. Tout avait été aussi pratique. La preuve, l'opportunité, la confrontation dramatique. Un motif trop symétrique pour la vraie vie. Et comme Miss Marple le savait bien, la vraie vie ne s'est pas attachée à des arcs, elle passa la matinée à relire son cahier. Son écriture, petite et précise, contenait toutes les observations qui n'avaient pas encore abouti à des conclusions. Une deuxième lecture a suggéré quelque chose de troublant. Madame Rake ne s'était pas comportée comme une femme préparant un meurtre. Elle était restée dans sa routine. J'ai fait mes courses chez l'épicier. J'ai assisté à la fête. Elle n'avait pas essayé de détourner les soupçons d'elle-même. En fait, elle avait presque réussi à le faire. Inviter attention en disant à tous ceux qui voulaient l'entendre qu'elle avait découvert le corps. « J'ai toujours dit », murmurait Miss Marple en mettant en pot un géranium de fenêtre. « Un vrai meurtrier se cache dans le silence. Pas dans la tempête. » Elle retourna à ses pages précédentes, son doigt s'arrêtant sur une simple ligne. Clarisse Dawlish a brûlé une lettre. Un pincement au cœur de reconnaissance lui traversa la poitrine. Elle avait vu Clarisse à la poste, le visage tiré et un carré de cendre pâle sur la manche. Et puis, plus tard, un murmure étrange de la gouvernante du vicaire, non pas Madame Rake, mais une assistante temporaire, à propos de Clarisse détenant, une clé de la boutique de Trulock d'il y a longtemps, à l'époque où Augustus venait encore se raser. Une deuxième clé. Miss Marple posa sa tasse de thé et se leva de sa chaise avec détermination. Cet après-midi-là, elle a invité Clarisse Dawlish au presbytère, sous prétexte d'aider à une composition florale pour l'autel du dimanche. Clarisse est arrivée dans un manteau en tweed à la mode, mais décoloré, la bouche pincée en une ligne polie. Elle n'était pas facilement troublée, a noté Miss Marple, mais elle était vigilante. C'est trop pour quelqu'un qui n'a qu'une implication périphérique. Pendant qu'il taillait les chrysanthèmes et discutait des lys, Miss Marple menait la conversation avec douceur et prudence. « Vous devez être très soulagé, » dit-elle avec un sourire désarmant. « Cette pauvre Madame Rake, une telle tragédie. Et si choquante, je ne l'aurais jamais cru capable. » Clarisse fit une pause, les ciseaux à fleurs serrés dans sa main. « Oui, choquant, » dit-elle doucement. « Mais d'après mon expérience, ce sont toujours les plus silencieux, ceux qui font semblant de servir mais cachent tellement de choses en dessous. » Miss Marple pencha la tête. « Vous semblez tout à fait certain de sa culpabilité. » Clarisse leva les yeux juste un instant. « N'est-ce pas ?» Miss Marple a mis un lys à sa place. « Eh bien, peut-être. Mais parfois, ma chère, la certitude est le réconfort le plus dangereux de tous. Elle empêche de voir ce qui existe réellement. » Un silence suivit, pas gênant mais chargé. Puis Miss Marple a ajouté « Vous connaissiez bien Owen Trulock, n'est-ce pas, mieux que la plupart des autres ?» Les yeux de Clarisse brillèrent. « Je l'ai à peine toléré. »« Oh ?» demanda doucement Miss Marple. « Pourtant, il a gardé la cire préférée de votre mari dans le placard du fond pendant près de 2 décennies, même après le décès d'Auguste. La plupart des barbiers auraient vidé le stock. » Les mains de Clarisse s'immobilisèrent. « Une habitude, peut-être. »« Peut-être, » murmura Miss Marple, « ou peut-être que c'était le résidu de quelque chose de plus enchevêtré. » Clarisse se tourna brusquement. « Qu'est-ce que tu dis exactement ?»« Que vous aviez des raisons de le craindre, plus que vous ne l'aviez admis, et plus que votre mari ne l'aurait jamais imaginé. » La voix de Miss Marple restait calme, mais ferme. « Augustus n'a pas perdu d'argent dans un jeu de cartes, n'est-ce pas? Pas vraiment, c'était du chantage. » Les lèvres de Clarisse s'entr'ouvrirent, mais aucun son n'en sortit.
Miss Marple appuya doucement. Trulock savait quelque chose sur vous. Peut-être quelque chose d'avant la guerre. Il a menacé de le dire. Ou peut-être avait-il déjà commencé à le suggérer à d'autres. Madame Fanshawe, par exemple. Il avait tendance à faire des allusions. Clarisse secoua la tête, mais son visage était devenu pâle. « Je pense, dit doucement Miss Marple, vous avez utilisé votre ancienne clé pour entrer dans le magasin. Vous avez remplacé la bouteille de menthol. Pas pour un effet immédiat, mais pour qu'après la fête, lorsque Trulock se détendait avec un bain de vapeur, il inhale le poison. Pas de lutte, pas de gâchis. » La voix de Clarisse parvint enfin, sèche et amère. « Tu as tort. »« Non, » a déclaré Miss Marple. « Je ne le suis pas, mais je comprends. Il avait du pouvoir sur vous. Il a menacé votre réputation, votre héritage. Peut-être qu'il a menacé de révéler quelque chose que vous ne pourriez jamais reprendre. Mais un meurtre reste un meurtre, ma chère, même si cela ressemble à de la justice. » Les lèvres de Clarisse tremblaient. Ce n'était pas... Il était cruel. « Je vous crois, » dit doucement Miss Marple. « Mais tu as commis une erreur. » Les yeux de Clarisse se plissèrent. « Vous avez brûlé la première lettre, » a poursuivi Miss Marple, « mais pas la seconde. Elle est arrivée ce matin. Elle est dans le registre de la maîtresse de poste, voyez-vous, marquée Dawlish, remis en main propre à la demande du destinataire. » L'expression de Clarisse se brisa. La voix de Miss Marple tomba presque à un murmure. Le poison était dans l'eau, n'est-ce pas? Pas le thé? Vous connaissiez la routine de Trulock, le bassin à vapeur, le traitement quotidien des serviettes, et Madame Rack, Dieu merci, est tout simplement tombée dans le piège, comme nous tous. Clarisse le regardait fixement, immobile. Vous considériez Peter Fanshawe comme le parfait bouc émissaire. Timide, fragile, touché par le scandale, vous avez envoyé la note qui l'a fait fuir, anonyme, mais pesée. Et Madame Rack, vous avez remarqué sa peur, son passé prudent. Elle a fait un bouclier pratique. La voix de Clarisse, lorsqu'elle revint, était comme du verre brisé. Il a ruiné des vies, il a murmuré du poison, et personne ne l'a arrêté. Non, acquiesça Miss Marple, mais vous l'avez fait. Clarisse se leva, soudain calme, plaçant ses gants les uns sur les autres. « Veux-tu le dire à Haynes? Je le ferai, » dit Miss Marple en se levant avec elle. « Mais d'abord, j'aimerais vous offrir une tasse de thé. » Clarisse cligna des yeux. « Maintenant ?» Miss Marple hocha la tête. « Après tout, vous avez passé si longtemps à essayer de nettoyer le passé. Peut-être qu'une pause s'impose avant d'en rendre compte. » Il n'y a eu aucune résistance, seulement un soupir las. Clarisse se rassit, et à ce moment-là, Miss Marple savait que le jeu était terminé. L'inspecteur Haynes était assis derrière le lourd bureau en chêne de la salle des fêtes, comme s'il n'avait pas dormi. La lumière extérieure s'était estompée pour devenir une lavande poussiéreuse, les bords de l'horizon teintés d'ambre. Une seule lampe à gaz brûlait dans la pièce, projetant de longues ombres sur le plancher. Miss Marple entra avec sa grâce habituelle, sans fanfare dramatique, juste ses chaussures pratiques et un châle plié sur un bras. Elle plaça une tasse de thé devant Haynes sans un mot. Il le regarda comme s'il pouvait contenir des réponses. « Elle a avoué ?» demanda-t-il à voix basse. « Elle a reconnu la vérité » a déclaré Miss Marple. « Ce qui n'est pas tout à fait la même chose qu'une confession, mais cela servira. » Haynes se pencha en arrière et se frotta les tempes. « Clarisse Dawlish, de tous les gens. »« Tout à fait, » dit Miss Marple en s'installant sur la chaise d'en face. « Une femme est souvent confondue avec une femme rigide et convenable, mais j'ai découvert que les personnes les plus dangereuses sont celles qui croient qu'on leur doit une vie tranquille et qui feront tout pour la préserver. » Haynes eut un léger rire. « Vous m'avez presque convaincu que c'était Madame Rake. » « Elle était censée être convaincante, » dit doucement Miss Marple. Clarisse a choisi judicieusement son bouc émissaire. Une femme avec un passé caché et des manières brusques. Le village était déjà prêt à douter d'elle. Clarisse l'a simplement aidée. Haynes regarda sa tasse de thé. « Expliquez-moi. Tout. »
chaque étape. Miss Marple hocha la tête. Owen Trulock n'était pas un homme gentil. Il était charmant, certes, et plein d'esprit, et doué avec un peigne. Mais il collectait des informations comme d'autres collectent des timbres, patiemment, de manière obsessionnelle, et toujours dans un but précis. Elle fit une pause. Il connaissait le secret de Clarisse. Il y a bien longtemps, lors des visites mensuelles d'Augustus, quelque chose s'est passé entre le barbier et son client, soit une vaine confession, soit un murmure entendu. On ne sait pas exactement comment cela lui est parvenu, mais je suis sûr qu'il l'a utilisé. Il y a fait allusion. Il l'a suspendu au-dessus d'elle. Il n'avait pas l'intention de l'exposer. C'était le pouvoir dont il avait envie, pas la justice. Et le secret? A demandé Haynes. De la fraude, certainement, peut-être plus. Quelque chose qui aurait pu la déshonorer publiquement, voire la poursuivre en justice. Elle a paniqué, mais elle était trop intelligente pour se mettre en colère. Au lieu de cela, elle a planifié. Pas impulsivement. Délibérément. Miss Marple ramassa ses aiguilles à tricoter dans son panier et travailla tout en parlant. Elle avait accès au magasin, une vieille clé, jamais restituée. Elle connaissait les habitudes de Trulock, une tasse de thé après la fête suivie d'une serviette à vapeur. Il appelait cela son « heure de rajeunissement », là où le poison a été livré, a déclaré Haynes. « Oui », confirma Miss Marple. Clarisse a remplacé la teinture mentholée par une solution d'aconite préparée, mesurée avec précision. Elle a replacé la bouteille à sa place, en prenant soin de garder l'étiquette intacte et la poussière intacte. Puis après que Trulock ait quitté la fête, étourdi et irrité, ressentant probablement déjà les premiers symptômes de la limonade contaminée qu'elle lui avait offerte plus tôt, il est rentré chez lui, a fait bouillir de l'eau et a commencé son rituel de vapeur habituel. Elle posa son tricot pour mettre l'accent. La vapeur a délivré la dose mortelle. Inhalée directement sous la chaleur, elle aurait été rapidement absorbée dans son organisme. Au moment où Madame Rake l'a trouvé, il était déjà parti. « Mais pourquoi Pierre ?» a demandé Haynes. « Pourquoi l'impliquer là-dedans ?»« Parce qu'il était la distraction parfaite, » a déclaré Miss Marple. L'histoire mouvementée de Peter, son isolement, les rumeurs chuchotées autour de son emploi passé, tout cela a fait de lui une cible. Clarisse en avait entendu parler, tout comme la moitié du village. Elle lui a glissé un mot après la fête, une menace anonyme, masquée comme un avertissement. Cela l'a effrayée et l'a poussée à fuir et à renforcer sa culpabilité dans l'esprit des autres. Et Madame Rake, elle n'avait rien à voir avec cela à part la malchance et une langue acérée. Clarisse a semé le doute dans sa direction, sachant que le village suivrait cela. Et cela a fonctionné. Même nous y avons cru brièvement. Haynes fronça les sourcils, mais Clarisse est venue nous voir. Elle a répondu aux questions. Elle nous a regardés dans les yeux. Exactement, dit Miss Marple. Parce que le meilleur déguisement est la coopération. Et Clarisse est au moins une femme qui comprend les apparences. Elle n'a jamais essayé de se cacher. Elle a simplement attendu que nous regardions dans la mauvaise direction. Haynes expira lentement, un son long et lourd. Pensez-vous qu'elle le regrette? L'expression de Miss Marple s'adoucit. Elle regrette d'être forcée à cela, mais pas l'acte. Pour elle, c'était un règlement de compte, et elle pensait que le village serait meilleur sans l'influence de M. Trulock. Il y eut un moment de silence entre eux, rempli uniquement par le claquement régulier des aiguilles de Miss Marple. Alors Haynes a demandé « Et Peter, il est dans un train pour chez son cousin dans le Kent », dit Miss Marple, un petit sourire étirant ses lèvres. « J'ai envoyé un message au conducteur pour lui tenir compagnie. Il sera en sécurité là-bas. Et peut-être, désormais libre de toute honte et de tout soupçon, pourrait-il trouver la paix. » Haynes leva les yeux. « Vous l'avez renvoyé? Je l'ai encouragé, » répondit Miss Marple. « Avec les bons mots au bon moment. Nous avons tous besoin que quelqu'un croise en nous lorsque le village tourne le dos. » Il hocha la tête. « Alors c'est fini, oui, dit-elle. Même si je soupçonne que les répercussions vont continuer.
Le village a vu son image brisée. Il ne l'oubliera pas de sitôt. Haynes se leva. « Je devrais préparer le rapport officiel. Miss Marple rassembla son châle. « Bien sûr. Et je vous laisse faire. » Elle se tourna pour partir, puis hésita devant la porte. « Inspecteur, » dit-elle doucement, « rappelez-vous que tous les crimes ne sont pas résolus avec des empreintes digitales et des empreintes de pas. Certains nécessitent une mémoire sur la façon dont les gens sont vraiment. » Il sourit faiblement. « Vous feriez un bon inspecteur, Miss Marple. »« Oh, non, » dit-elle avec un doux rire. « Ce serait bien trop excitant pour moi. » Ce soir-là, le village a expiré son souffle collectif. Il n'y eut plus de chuchotements à propos de Peter, plus de regards obliques sur Madame Rack, qui avait été tranquillement relâchée et retournée à son poste au presbytère, digne, quoique secouée, et, avec une théière déjà prête avant la tombée de la nuit, Clarisse Dawlish est restée en détention. Il y aurait certainement une enquête, mais la plupart des habitants du village soupçonnaient que la loi serait douce. Après tout, elle en faisait partie, et au fond, ils voulaient que les choses reviennent comme avant, ou du moins, cela semble être le cas. Miss Marple était assise sous le sycomore dans son jardin, tandis que les dernières brises d'été murmuraient à travers les feuilles. Elle avait ressorti son tricot, même si, à vrai dire, elle n'avait pas besoin d'une autre écharpe. C'était le action, ça lui plaisait. La répétition silencieuse de la remise en ordre des fils. Elle sirota son thé, les yeux rivés sur l'horizon. Les gens croyaient que le crime venait des villes, des ruelles sombres et des hommes étranges avec des motifs gravés sur leur front. Mais ici, dans ce petit village tranquille, elle l'avait vu se dérouler dans des tasses de thé et des conversations, pollies, en haies taillées et mouchoirs pressés, dans l'ombre derrière les rideaux de dentelle, parce que le mal, lorsqu'il porte un visage familier, est plus difficile à voir. Mais pas pour elle, jamais pour elle. Septembre s'est installé tranquillement sur Chipping Morley, et avec lui est venue l'illusion de la paix. Les arbres avaient commencé leur lente transformation, se tamponnant les pointes d'or, tandis que l'air sentait légèrement la terre et la pluie à venir. Mais sous la surface du village, quelque chose de subtil avait changé. Le souvenir du meurtre persiste plus longtemps que le scandale, plus longtemps même que le chagrin. Il ne crie pas, il s'infiltre. Le salon de coiffure situé à l'arrière de la maison couverte de lierre d'Owen Trulock est resté fermé à clé. Une pancarte peinte à la main et discrète avait été clouée sur la porte, fermée jusqu'à nouvel ordre. On avait parlé de transformer l'espace en salle de lecture ou en musée d'artisanat local, mais l'enthousiasme s'est estompé lorsqu'on s'en est souvenu, juste au MS s'était assis pour la dernière fois dans le fauteuil du barbier. Les gens parlaient encore à propos de Trulock, certains le condamnant, d'autres défendant sa fierté. Mais très peu ont pleuré. Il avait été, comme Miss Marple l'avait dit un jour, un homme dont la gentillesse masquait son arme de prédilection, connaissance sans conscience. Le procès de Clarisse Dawlish, lorsqu'il a eu lieu, a été rapide et silencieux. Sa confession avait été muette, presque lasse. Elle a plaidé coupable non pas en larmes, mais avec une sorte de soulagement. Le tribunal a fait preuve de clémence. Son âge, sa position sociale et les circonstances de son crime ont conduit à une peine plus symbolique que punitive, la détention et non l'incarcération. Elle a été envoyée dans une maison de convalescence à Surrey, où elle s'est mise au tricot et à la lecture de longs romans russes. Miss Marple lui a envoyé une lettre polie. Il a été retourné non ouvert. Quant à Peter Fanshawe, son nom a été blanchi. L'inspecteur s'en est assuré. Un petit avis dans le journal local déclarait qu'il n'était plus une personne d'intérêt. La réputation de sa tante a mis plus de temps à se rétablir, mais avec le temps, le village lui a pardonné d'héberger un neveu dont la maladresse leur avait semblé synonyme de culpabilité. Il n'est pas retourné à Chipping Morley. Certains disaient qu'il avait repris du travail comme enseignant, cette fois dans un village où personne ne connaissait son nom.
D'autres prétendaient qu'il était devenu commis dans une librairie au bord de la mer. Partout où il allait tranquillement. Et c'était tout aussi bien, pensait Miss Marple. Madame Rack est restée au presbytère. Elle n'a plus jamais parlé du jour où elle a trouvé Owen Trulock sur sa chaise. Ses forces revinrent lentement, des sourires raides d'abord, puis le retour de ses remarques acerbes sur la qualité du pantalon du vicaire ou la disposition des pots de marmelade dans le garde-manger. Les villageois, embarrassés par leurs soupçons antérieurs, la traitèrent avec une déférence accrue, qu'elle accepta avec un bref signe de tête et un tablier, en lin plus propre, mais la plus inchangée, semblait-il, était Miss Marple. Elle retourna à son jardin, son thé, son tricot. Elle écoutait avec gentillesse les récits de nouvelles observations de hérissons et de récoltes de pommes, et qui avaient été vues en train de parler à qui dans le bureau de poste. Elle parlait rarement du meurtre, et pourtant, les gens se sont retrouvés à lui parler plus souvent. La jeune Lily Parks a commencé à lui rendre visite une fois par semaine avec de la dentelle qu'elle prétendait avoir besoin d'aide pour la réparer. Monsieur Hartley lui a apporté des livres sur l'histoire locale, qu'elle prétendait apprécier même si ce n'était pas le cas. Même l'agent Cray est passé un matin avec une tarte à la confiture et l'excuse de « juste vous tenir au courant, mademoiselle ». Ils n'ont pas parlé de Clarisse Dawlish ou de la mort de Trulock. Ils ont parlé de vie. Et Miss Marple, sachant très bien ce que signifiaient ces visites, les reçut toutes avec une douce chaleur. Un après-midi de la mi-octobre, l'inspecteur Haynes est retourné à Chipping Morley pour discuter tranquillement avec le vicaire au sujet de la collecte de fonds pour un nouveau toit d'église. Il trouva Miss Marple sur la pelouse du presbytère, taillant des roses, un chapeau de laine bien perché sur sa tête. « J'espère que vous viendrez prendre le thé, » dit-elle sans lever les yeux. « J'ai fait une génoise même si la croûte est un peu foncée. » Haynes sourit. « Si vous l'avez fait, c'est parfait. » Elle le conduisit à l'intérieur et lui versa elle-même le thé. Ils étaient assis dans le petit salon où la lumière du soleil pénétrait à travers les rideaux de dentelle. « Pas de nouveau meurtre, j'espère ?» demanda-t-elle légèrement. « Rien que je souhaite à votre village, » répondit-il. Puis, plus sérieusement, « Je suis venu vous remercier, pas seulement pour avoir résolu l'affaire, mais pour avoir connu le problème. Droit moyen de le résoudre. Miss. » Marple eut un doux sourire. Le meurtre, inspecteur, concerne rarement l'acte lui-même. Il s'agit personne, leur peur, leur fierté, leur secret. Vous ne pouvez pas l'examiner comme une science. Vous devez sentir à travers leurs mensonges. Haynes hocha la tête. « Et c'est ce que tu fais. » Elle haussa légèrement les épaules. « Seulement parce que j'ai connu beaucoup de gens, et j'ai vu ce que coûte une vie tranquille quand on s'y accroche. Trop désespérément. » Il posa sa tasse. « Pensez-vous que Clarisse sera un jour en paix? Elle finira par le faire, » a déclaré Miss Marple, parce qu'elle croyait sincèrement avoir raison. Mais croire en sa propre justice est très proche de la folie, vous savez. C'est ce qui m'effraie le plus, pas la méchanceté, mais la folie. Justifier méchanceté. Haynes ne répondit pas un instant, puis il a demandé « Le referiez-vous? En résoudre un autre ?» Miss Marple cligna des yeux, amusée. « Mon cher inspecteur, je ne sais pas regarder pour meurtre. Il semble simplement me trouver, » il rit. « Eh bien, j'espère que ce ne sera pas le cas avant un moment. Moi aussi, » dit-elle. « Même si cela ne me dérangerait pas un peu d'excitation à Noël. » Il se leva pour partir, mais s'arrêta à la porte. « Si jamais tu veux travailler avec Scotland Yard. » Elle lui fit signe de s'éloigner en souriant. « Bon Dieu, non, je n'ai pas l'endurance nécessaire pour courir partout. » Après son départ, elle se tenait près de la fenêtre, le regardant disparaître dans l'allée. Le monde extérieur continuait, des enfants riant au loin, un facteur qui sifflait, des poules grattant dans la cour du voisin. Mais au-dessous de tout cela se trouvait quelque chose de plus calme, le souvenir de ce qui avait été, et la leçon qu'il a laissée derrière lui. Ce mal ne ressemble pas toujours à un méchant dans une ruelle sombre. Parfois, c'est quelqu'un qu'on invite à prendre le thé, quelqu'un qui coupe votre frange,
quelqu'un que vous connaissez depuis 30 ans et que vous n'avez jamais soupçonné. Miss Marple se détourna de la fenêtre et retourna à son fauteuil. Ses aiguilles à tricoter attendaient. Une nouvelle écharpe. Pour personne en particulier. Alors qu'elle ramassait le doux fil gris, elle se murmura « Il ne s'agit jamais seulement de meurtre. Il s'agit toujours de la nature humaine. » Et c'est ainsi que le dernier point du mystère était cousu.